dans la marine, il y a beaucoup de choses qui marquent. Alors, une chose en particulier, moi je pense que c'est l'affectation sur le porte-avions. C'est une usine, une machine tellement gigantesque par rapport à ce qu'on peut vivre sur d'autres bateaux, dans d'autres affectations, qu'on se sent toujours tout petit quand on est à bord de ce bateau. Je suis le capitaine de corvette Sylvain. Je suis actuellement chef du bureau de recrutement non officier du service de recrutement de la marine. Je suis dans la marine depuis 20 ans. Je me suis engagé en 2003 à l'école de Mestrance. J'ai commencé comme météorologiste océanographe. J'ai eu l'occasion de devenir officier sous contrat conduite des opérations au bout de 5 ans. J'ai été chef de quart, j'ai conduit des bateaux. J'ai participé à des opérations militaires. Et puis au bout de quelques années, je me suis retrouvé à terre sur des postes donc interarmées, organisation territoriale, territoire national, où j'ai plutôt fait de la gestion de crise, et encore après en état-major central à Paris, où j'étais traitant au niveau de ce qu'on appelle l'état-major des opérations de la marine. Je m'occupais de coordination interarmée. J'ai pu accéder à l'école de guerre l'année dernière, et en sortie d'école de guerre, me voilà maintenant au service de recrutement de la marine. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui t'a marqué dans ta carrière dans la marine? On en parlait. C'est une question qui est difficile parce que dans la marine, il y a beaucoup de choses qui marquent. Alors, une chose en particulier, moi je pense que c'est l'affectation sur le porte-avions. C'est une usine, une machine tellement gigantesque par rapport à ce qu'on peut vivre sur d'autres bateaux, dans d'autres affectations, qu'on se sent toujours tout petit quand on est à bord de ce bateau et qu'on vit avec un collectif de 2000 personnes. J'ai passé 2 ans, c'est hors norme pour la marine nationale. En cumulé? Pas 2 ans en mer, j'avais le droit de rentrer chez moi quand on était à terre. Il y a peut-être une histoire qui t'est arrivée sur ce porte-avions qui pourrait peut-être nous aider à se rendre compte du quotidien. Il y a 60 équipes différentes qui travaillent en même temps à la fin pour catapulter ces fameux avions. C'est le besoin de coordination en permanence, le besoin de travail en équipe, en collectif, encore une fois. Hein, le porte-avions ne fonctionne que parce que chacun des individus qui est à bord, du matelot jusqu'au commandant, participe à l'effort commun dans la même direction. Tu arrives à avoir des moments de repos quand même? En mer, oui, entre 2 quarts, et puis bien sûr il y a des temps de régénération. Le porte-avions d'abord il est à quai quand même régulièrement, et puis on a des permissions, on arrive effectivement à avoir à côté, à l'époque j'étais célibataire, mais on arrive quand même à construire une vie de famille. Je suis marié, j'ai des enfants. Tu as participé à des déploiements sur le territoire du coup? J'ai passé 4 années de ma vie dans une organisation interarmée qui s'occupe des opérations sur le territoire national. Donc j'y suis arrivé juste avant le début de l'opération Sentinelle. J'y ai vécu le déploiement de l'opération avec les premiers attentats 2015 et puis les années qu'on suivi avec effectivement les différents pics d'activité qui malheureusement ont coïncidé à chaque attentat. Alors c'est effectivement beaucoup plus l'armée de terre que les marins. J'étais seul marin au milieu d'une trentaine de terriens. En fait, ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est qu'il n'y a aucune de nos opérations qui se fait vraiment seule. La marine, elle est jamais seule. L'armée de l'air et de l'espace, elle est jamais seule. L'armée de terre, elle est jamais seule. On a toujours une logique interarmée dans nos missions, dans nos états-majors, parce que c'est la seule façon aujourd'hui de vraiment accomplir les missions et produire les effets. J'ai été complètement immergé, mais j'étais le marin et j'apportais le regard maritime sur les problématiques. Et tu as remarqué des différences dans la façon d'opérer du coup de l'armée de terre et par rapport à l'expérience de la marine? On est culturellement très différents. On a des histoires très longues dans chaque armée. On a des moyens qu'on met en œuvre qui ne sont pas du tout les mêmes, on a des écoles qui sont très différentes, on a des cultures opérationnelles, voilà. Mais c'est ça d'ailleurs qui est enrichissant, c'est qu'en fait on va réussir à croiser tout ça pour réussir derrière à accomplir la mission. Est-ce qu'il y a une différence qui t'a particulièrement marqué dans un truc peut-être t'as pris longtemps à prendre le pli parce qu'à la marine ça se passait pas du tout? Il y a des plis que j'ai jamais pris. C'est là aussi où nos cultures sont une force aussi, c'est qu'il faut garder ce qui fait de nous des marins au milieu des terriens, comme quand les terriens viennent chez nous, il faut qu'ils gardent ce qui fait d'eux des terriens au milieu des marins, sinon justement cette fameuse plus-value à être tous ensemble, elle s'annule. Pour la petite anecdote, on n'a pas du tout la même façon de se comporter pendant la cérémonie des couleurs. Les terriens saluent, les marins se décoiffent. Voilà, c'est un truc hérité du passé, c'est de l'histoire ancienne. Voilà, quand on fait une cérémonie des couleurs, qu'on est sur la place d'Armes à Lille et qu'on est le seul marin à se décoiffer devant je sais pas combien de terriens, ça surprend, ça déroute. Mais après, une fois qu'on explique, ça se passe bien. C'était une affectation très, très particulière, mais du coup, j'ai fait des choses que j'aurais jamais fait autrement. Et notamment, en tant que marin, nous, on travaille plutôt en mer, donc loin de la population. J'ai, pendant toutes ces années, été au contact des gens. C'est-à-dire qu'avec les sentinelles, je les accompagnais parfois sur le terrain. J'ai pu rencontrer les citoyens français pour lesquels on s'est tous engagés. Le sens de la mission, c'est quand même protéger la France et les Français. Et justement, pourquoi tu t'es engagé? D'abord, j'avais pas envie de faire de grandes études. J'étais pas très doué pour ça. Puis j'avais envie d'un métier pas ordinaire. Je pense qu'à 17-18 ans, les vraies motivations, c'était celle-là. J'ai fait une démarche d'engagement à 17-18 ans au moment de mon bac. Finalement, c'est moi qui ai choisi de renoncer. Je me suis engagé 4 ans plus tard, après être allé à la fac et avoir un peu perdu mon temps. Tu t'es pas dit que passer par les écoles de la marine, ça te permettait d'avoir un bagage? Alors, à 22 ans, quand je me suis engagé, c'était ma motivation à ce moment-là, c'était celle-là. C'était effectivement d'avoir une formation technique, technologique qui me donne un métier et un avenir, parce que je voyais bien qu'à la fac, je tournais en rond. Et t'as fait quelle formation du coup?
Alors, donc, je suis devenu météorologiste océanographe à ce moment-là. Météorologiste océanographe, et la mission, c'est aider donc, tout ce qui est aéronautique navale, donc pilote de chasse, pilote d'hélicoptère, etc., à conduire leur mission en leur expliquant quelles conditions ils vont rencontrer, quelles conditions d'environnement ils vont rencontrer. Et puis la partie océanographie, il s'agit d'aider les bâtiments qui s'occupent de lutte sous la mer, donc de lutte contre les sous-marins, en fait, à bien mener leur mission. Tu penses que c'est une spécialité, un domaine d'activité que tu aurais pu faire dans le privé? Non. En France, il y a le concours de Météo France. Statistiquement, c'est que des gens qui sont déjà ingénieurs qui l'ont. Moi, j'avais mon bac et quelques années de fac où je tournais en rond. De toute façon, j'aurais pas eu le niveau pour concourir face à ces gens-là. J'aurais même pas eu le droit de m'inscrire au concours. Mais c'est le cas de beaucoup de nos métiers techniques, technologiques. Je pense aux contrôleurs aériens, etc. On est vraiment sur une offre qui s'adresse à des gens qui ont le niveau bac et qui permet, par la voie interne, d'accéder à des niveaux de formation et des niveaux de responsabilité qui sont très au-dessus du standard d'incorporation. Bon, par contre, il faut bosser au milieu. C'est encore celui que tu exerces du coup? Plus du tout. Je l'ai fait pendant 5 ans et après j'ai complètement arrêté. Ok, tu fais quoi maintenant du coup? Alors aujourd'hui, je suis chef d'un bureau qui est en charge du recrutement. Recrutement de tous les personnels non officiers, ce qu'on appelle donc les matelots, les quartiers-maîtres, les mousses également et tous les officiers mariniers. À l'année, ça fait 3800 personnes par an à recruter. Comment ça se passe? Bien. Parce que tu sais, moi j'ai l'image de me dire que là du coup tu as un métier plus tranquille par rapport à quand tu étais peut-être plus jeune. C'est un métier administratif, c'est sûr. Plus tranquille, je pense que je finis un peu plus tard qu'à l'époque, qui offre d'autres satisfactions. Aujourd'hui, j'ai une équipe de 15 personnes. J'ai la responsabilité d'une part de trouver les bonnes personnes pour armer les bateaux de la marine et d'autre part de donner à ces candidats pour intégrer la marine une réponse la plus proche possible de leurs ambitions. Donc c'est vachement valorisant. Enfin moi il y a eu plusieurs hasards dans mon parcours. D'abord je suis devenu marin par hasard, on en discutait tout à l'heure. Le fameux rendez-vous où j'ai rencontré mon premier conseiller marine de recrutement, je voulais pas y aller, c'est ma mère qui m'a forcé. J'avais 17 ans, je dis non, j'ai vu l'armée de terre, j'ai vu l'armée de l'air et de l'espace, j'ai pas envie. C'est un hasard qui 4 ans plus tard m'a ramené à Mestras parce que je m'en sortais pas. C'est encore un hasard si après plus tard j'ai candidaté au cours officier. Mon premier chef de service en entretien de notation me disait mais ok super, c'est bien, tu bosses bien, on est content de toi, mais est-ce que tu te vois faire ça pendant 15 ans? C'est là que, une fois en interne, je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas devenir officier? Et qu'est-ce qui te plaît maintenant dans le fait de faire le recrutement? Parce que moi, ça me semble logique de l'extérieur, je me dis, tu as fait plein de postes dans la marine, donc qui mieux que toi pour sélectionner les nouveaux anciens toi, tu vois? C'est une bonne préparation à mon poste, ça c'est sûr, c'est le fait d'avoir pu vivre plein de situations différentes, dans plein d'environnements différents, en interne marine, en externe marine. C'est sûr que là-dessus, personnellement, je trouve que ça m'aide. Est-ce que c'est la suite logique? Est-ce qu'il faut avoir fait tout ça pour arriver là où je suis? Non, pas forcément. Moi, mon prédécesseur était quelqu'un qui avait une carrière beaucoup plus embarquée que la mienne. Il a passé beaucoup plus de temps à faire des opérations sur les bateaux. Il a tout aussi bien réussi dans le job. Du coup, tu es commandant là? Oui. Et est-ce que tu as l'impression qu'il faut passer par toutes les étapes par lesquelles tu es passé pour l'être, ou il y a plein de façons différentes de devenir commandant? Alors il y a sûrement plusieurs façons différentes. D'abord il y a commandant par le grade et puis commandant par la fonction. Moi je suis commandant par le grade. C'est quoi la différence du coup? La différence c'est que quand on commande un bateau par exemple, on peut avoir différents grades, mais on a la fonction de commandant et donc on est responsable de tout le bateau, de tout son équipage et de toute sa mission. Ok, c'est un poste. Moi je suis chef de bureau, c'est beaucoup plus administratif. C'est mon grade qui me permet aujourd'hui d'avoir cette responsabilité là. Il y a quoi après commandant? Alors il y a plusieurs grades de commandant. Moi j'ai le grade de capitaine de corvette, donc c'est le premier grade de commandant. Capitaine de frégate, capitaine de vaisseau, donc à chaque fois il y a des galons supplémentaires. Et puis après, il y a les officiers généraux qui, chez nous, s'appellent des amiraux. Tu nous as dit, il y a eu, t'as changé tous les 4 ans, donc tu as fait 6-7 métiers différents dans la marine? J'ai été météorologiste océanographe, j'ai été chef du quart officier opération, j'ai fait de la gestion de crise quand j'étais à Lille. En état-major à Paris, j'ai participé à tout un travail de coordination interarmée marine nationale. Côté marine nationale, cette fois, c'est plus facile à vivre au quotidien. Tout le monde se décoiffe aux couleurs. Et du coup, donc à ce moment-là, j'ai pu accéder à l'école de guerre. Et après l'école de guerre, me voilà maintenant au bureau de recrutement. Est-ce que c'est un objectif pour toi d'avoir le grade de commandant? Ça l'est devenu ces dernières années parce que quand on est dans un grade, on regarde toujours celui qui vient après. Si on parle du jour où je me suis engagé, non, à ce moment-là, comme je disais, je ne savais même pas que je pouvais devenir officier. C'est vraiment venu au fur et à mesure. C'est une suite logique, c'est une marche après l'autre. Question peut-être un peu bête, mais du coup, ça apporte quoi concrètement de monter en grade? Des responsabilités supplémentaires, des postes différents avec plus l'opportunité alors soit de commander à la mer pour ceux qui sont dans la bonne filière, soit effectivement des responsabilités humaines. On peut encadrer de plus en plus de personnes, des responsabilités sur des thèmes parfois un peu sensibles. On peut être amené à réfléchir et à proposer des évolutions du système quand on est dans les grands états-majors centraux sur ce genre de choses. Très pragmatiquement, on est mieux payé. On compare souvent la marine à un escalier social, donc ça revient au grade. Est-ce que tu trouves que c'est un bon parallèle? Très pertinent.
Ok. Très pertinent parce qu'un escalier, il faut monter, mais il faut faire l'effort de lever la jambe, c'est pas comme dans l'ascenseur. Le marin qui se donne les moyens, il aura des opportunités. Tout le monde ne deviendra pas officier, tout le monde ne deviendra pas officier marinier supérieur, mais il y a des opportunités d'apprendre, il y a des opportunités de se former, il y a des opportunités de voyager, voilà. Mais ce qu'il faut, c'est s'en donner les moyens. Oui, il y a une vraie forme de méritocratie, quoi, parce qu'on pourrait Oui. dire que le grade de commandant, c'est réservé à l'élite et que c'est pas forcément accessible à tout le monde. Encore une fois, moi, c'était pas prévu. Ouais. Voilà, il y a 4-5 ans, oui, j'en rêvais. Enfin, j'en rêvais, je me projetais vers. Mais dans mes premières années dans l'institution, non, c'était pas du tout mon objectif. Et du coup, est-ce qu'avec la carrière que tu as fait, c'est quelque chose que tu recommanderais aux jeunes? Oui, je suis rentré avec assez peu de perspectives personnelles, avec un diplôme qui était juste le bac, mais juste le bac. Et au final, j'ai accédé à des niveaux de responsabilité, à des niveaux de formation. Je ne me projette pas sur un équivalent dans le monde civil. J'aurais sûrement trouvé un travail, j'aurais sûrement eu une carrière, c'est pas la question. Mais est-ce que j'aurais pu progresser autant dans le monde civil? Je pense pas. Donc quelqu'un qui veut vraiment changer sa vie, quoi, rebattre les cartes, les armées, la marine nationale, c'est vraiment une belle opportunité. Est-ce qu'il y a un conseil particulier que tu donnerais aux jeunes qui hésitent, qui peut-être qui étaient comme toi à 17 ans, qui ont été voir quelqu'un, puis finalement qui sont un peu confus? Faut discuter avec des marins. Mm. Rencontrer des gens. Alors, plus facile à dire qu'à faire, mais il y a des dispositifs qui existent à travers My Job Glasses, par exemple, qui est une plateforme en ligne où la personne qui ne connaît pas nos métiers peut aller prendre contact, rencontrer des gens qui, en plus, ont tout un tas de panels de métiers et qui prendront le temps de discuter, de répondre aux questions. Et alors, bien sûr, encore mieux, aller rencontrer des marins directement sur les bateaux quand c'est possible. C'est là où on trouve les gens les plus au fait de ce qu'est la marine.